Gaston, l'impossible retour, un livre d'Yves Gauthier aux éditions Paulsen. Soirée Guérin-Chamonix avec Yves Gauthier et Lorraine Berger-Afanasieff. Merci d'être là pour accueillir Yves Gauthier. On est content de l'avoir parmi nous. Yves Gauthier qui a écrit pas mal de livres déjà et aussi traduit beaucoup de livres de russe en français, dont le célèbre, pour moi c'est le célèbre Ermite dans la taïga. Ça a été une découverte, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais non, ça ne vous dit rien. On peut dire 2-3 petits mots là-dessus, non? Ermite dans la taïga, c'est l'histoire d'une famille russe, sibérienne, de vieux croyants avec un trait d'union. Les vieux croyants, la vieille foi, c'est une secte orthodoxe qui a fait scission d'avec l'église orthodoxe, on va dire officielle. Et depuis le XVIIe siècle, comme scissionnistes et réfractaires, ils sont persécutés par les tsars, d'abord par les soviétiques, après. Et avec la révolution d'octobre soviétique, les choses se sont corsées et la persécution s'est durcie. Et ces gens de cette communauté des vieux croyants se sont cachés dans les grandes forêts de Sibérie. Il y a de l'espace où se cacher. Et comme ça, de génération en génération, ils ont forgé un mode de survie un peu communautaire, en face à face avec la nature. Et il se passe qu'en 1978, une mission de géologues héliportés survole des montagnes à la frontière de la Sibérie et de la Mongolie. On est dans un massif de montagnes qui s'appelle les Sayans ou Sayan, selon la façon dont on prononce. Et c'est une région complètement inhabitée. La localité la plus proche est à 300 km de l'endroit qu'ils survolent. Et ils sont là pour prospecter, ils cherchent des gisements de fer. Et sur les cartes qui pourtant sont précises et qui indiquent la moindre petite isba d'hivernage d'un chasseur, ils découvrent une isba avec de la fumée qui s'échappe par la cheminée. Et les marques d'un potager à flanc de montagne. Ça n'existe pas sur les cartes et ça ne doit pas exister. Intrigués, ils se posent et découvrent là une famille. Ce sera la famille Likov, qui vit comme ça dans un contexte d'isolement total, complètement coupé du monde civilisé, du monde social, depuis 1928, dernier contact humain. 28, 1978. Il s'en est passé des choses. Hein. L'invention de l'électricité, ils ne savaient pas. La Seconde Guerre mondiale, ils ne savaient pas. La conquête de l'espace, ils savaient, parce que les étoiles se sont mises à marcher. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Et beaucoup d'émotions, parce que le grand reporter russe, Vassili Peskov, qui, par suite de cette histoire, est allé les voir, et qu'on a tiré un grand récit, dont nous parle Lorraine, Ermite dans la taïga. C'est le titre de ce récit. Beaucoup d'émotions donc, parce qu'en découvrant cette famille, il a l'impression d'ouvrir une malle dans un grenier qui n'aurait pas été ouverte depuis le XVIIe siècle, mais au lieu d'en sortir des guenilles, il a vu en sortir de vrais gens. Parler russe, mais le russe du XVIe siècle, un russe médiéval, un russe d'autrefois, qui n'a pas été abîmé par le progrès et tout ça. Et en même temps, une famille sachant vivre avec la nature et grâce à elle. Donc, découvrir le mode de subsistance de cette famille, c'était écrire un manuel de survie en vérité. Dans une nature hostile. La moyenne hivernale, moins 50 degrés. Donc, beaucoup d'émotions aussi parce que les Russes se sont retrouvés, à l'époque c'était l'Union soviétique, aux racines religieuses de leur propre histoire. Ce fameux raskol, cette scission, les deux églises, les deux foi,
les conséquences dramatiques, les persécutions, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Enfin, c'était une belle découverte de ces naufragés dans la nature, mais là, il y a un autre naufragé dont on va découvrir aujourd'hui l'histoire, c'est Gaston, et lui, c'est un naufragé dans un autre monde, un volontaire. Par contre, les autres étaient volontaires. Donc Gaston, moi, je vais commencer peut-être par... peut-être, vous allez expliquer quand même en 2-3 mots comment... vous parlez russe, évidemment, puisque vous avez traduit ces textes, vous avez vécu là-bas. À l'époque, quelle époque? Alors, j'ai vécu là-bas de 1980 à 1991 et ensuite de 1996 à 2007. Je veux dire, vécu, je ne parle pas des séjours de quelques semaines ou quelques mois que j'ai fait entre-temps. Donc, c'est un morceau de ma vie, je suis tombé dedans, je ne sais pas pourquoi. C'est la photo russe, qui est une langue, qui est une langue divine. Et à partir du moment où j'ai commencé, collégien, lycéen, à faire du russe, cette langue, elle ne m'a pas demandé mon avis, quoi. Et donc, le temps passant, j'ai, sans l'avoir vraiment voulu, j'ai découvert un beau jour qu'un livre traduit, 2 livres traduits, 5 livres traduits, il a bien fallu que je me rende à cette évidence que j'étais traducteur. Et j'ai fait mon coming out, je me suis dit, je suis traducteur. Et puis parfois, il y a une frustration dans les livres qu'on traduit, c'est que les livres qu'on trouve à traduire ne disent pas tout de ce qu'on a là. Alors à ce moment-là, on écrit. Et c'est comme ça que je suis passé de la traduction à l'écriture, non pas pour dire poussez-vous, j'arrive, je prends ma plume, non, pas du tout. C'était parce que, en fait, c'est le même travail. On est passeur, on raconte ce qu'on a vu. Et vous vous êtes marié aussi, parce que là, je vais commencer par lire ça, parce que j'adore le portrait que vous faites de votre belle-mère, qui pour moi représente vraiment toute l'image qu'on peut se faire de la Russie Et c'est comme ça que vous avez rencontré Gaston aussi, c'est le lien. Donc je vais lire ce petit passage. Zinaïda Afanassievna. Ce n'était pas son vrai nom. La rebaptiser n'est pas la flétrir. Je le fais avec tendresse et sans intention retorse. Elle aimait et mariait la prose et la poésie, le russe et l'ukrainien, les livres et le cinéma, le franc-parler et les convenances, la ville et la campagne, le lard et le vin mousseux, la musique et la science. Conteuse née, elle élevait ses propos en narration. Un souvenir de petite fille, la recette du beurre au village, le récit d'une journée de travail, une émotion, une souffrance, une rencontre, tout prenait des couleurs dans sa bouche. En ces temps d'avant Internet, elle écrivait des lettres pleines d'images et de mots. Souvent, les lire la pressaient de dire les choses en vers. Elle savait jouer de la guitare à 7 cordes, celle des tziganes et du peuple chanteur, piloter des motos, conduire des voitures, toutes choses qu'elle faisait hardiment ou qu'elle avait faites autrefois. Elle chantait pour un oui ou pour un non, en s'accompagnant de cuillères à percussion, de ce qui lui tombait sous la main, tapette à mouche, chausse-pied, brosse à habits. Et sa voix éraillée montait en tournant. Elle n'imitait pas le cristal, c'était plutôt un échevellement, un débridement, une envolée. On ne demandait au son que 3 choses, d'être libre, gracieux et de faire du bien à l'âme. Dans une égale mesure, ils avaient le droit d'être tristes ou joyeux. Il fallait avoir du cœur au ventre dans cette ville soviétique du cru pour qu'un Français fût son gendre, moi. Voilà Zinaïda qui traverse le marché pour se rendre au travail. Au beau milieu des étals de pommes, elle tombe sur une dame de la poste qui travaille pour la censure. Ou une dame de la censure qui travaille pour la poste, je n'ai jamais bien compris. Oh Zinaïda Afanassievna, vous avez encore du courrier des Français. C'est qu'ils grandissent vos petits-enfants. Et jolies les photos, en couleur, un régal, avec un mot gentil de leurs parents en plus. Passez donc au bureau que je vous donne ça. Vous gagnerez 8 jours, pas la peine de recoller les enveloppes, hein? On verra aussi pour ma couronne et pour mon plombage, là. Ce qu'ayant dit en plein marché, elle ouvre grand la bouche, car Zinaïda Afanassievna, stomato de métier, tenait la ville par les dents. Même Gaston, qui avait fait de la discrétion une ligne de conduite, avait dû lui conter des brides de son histoire. Quand la fraise vous rougit à la face, comment ne pas répondre aux questions qu'on vous pose? Gaston avait répondu, et je dois à une carie dentaire logée dans sa bouche,
d'avoir eu connaissance de son épopée. Donc, elle vous a parlé de ce Gaston. Mais je vais commencer par dire deux choses. D'abord, ça fait drôle de s'entendre. Oui. La deuxième, ou plutôt la première, une note un peu lyrique comme ça, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup Lorraine. C'est nous qui sommes heureux de vous recevoir. Je suis heureux et puis je suis touché. Et en même temps, bon, le livre vient de sortir, c'est la première fois que j'en parle. Si vous voyez ma main qui tremble, c'est pas Parkinson. Donc, c'est l'émotion. Ben oui. Mais nous, on est tous contents aussi de découvrir Gaston à travers vous. Et donc, c'est quand même c'est votre belle-mère qui vous en parle la première. Oui. Oui, ça... Et ça m'a tout de suite intrigué parce que, comment vous dire, quand on débarquait de... Bon, moi, j'étais un petit Français. Et j'avais, comme ça, j'étais né dans ma petite province, Poitevine, j'avais grandi dans ma petite banlieue parisienne. Mais le fait de se trouver, la faute à la langue russe, et à cette idée aussi, bon, j'étais jeune, je voulais apprendre les langues, je faisais de l'anglais, du russe, du chinois, et puis... en apprenant les langues, je voulais voir la terre entière. Et j'ai commencé par ce pays qui m'a empêché d'aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que le choc social, humain, peut-être beaucoup plus à cette époque qu'aujourd'hui, était vraiment considérable. Du point de vue culturel, quotidien et autres. Les repères qui sont ceux d'un jeune Européen, français, occidental, quand on se retrouve parachuté dans cet univers, tout est différent. Il y a la langue, les codes sociaux, les lois des relations humaines, absolument tout. Et tout est à apprendre de zéro. Et ça donne à penser, à méditer sur ce que c'est que de venir d'ailleurs, sur ce que c'est que d'être étranger, mais vraiment étranger. C'est pas, moi je sais pas... c'est pas venir d'Australie à Paris, c'était vraiment tout à fait autre chose. Et je pense que quand Zinaïda me parle de Gaston, j'ai ressenti comme ça une émotion, une curiosité et une exigence. Je veux le voir. Et je savais avant même de le voir que ce serait forcément riche de quelque chose. Et j'ai toujours eu cette fascination, oui, pour les planètes étrangères à l'intérieur de notre planète. L'histoire qu'on racontait, Ermite dans la taïga, d'une certaine façon, nous parle de cela. Peu après, j'ai traduit un autre livre que je tiens pour un très grand livre qui s'appelle Le Papou Blanc de Mikloko Maklay, qui avait, dans les années 70 du 19e siècle, fait une expérience de naufrage volontaire chez les Papous, dans une tribu qui n'avait jamais eu le moindre contact avec le monde européen. Il s'était comme ça naufragé d'un bateau. Et il a vécu cette expérience qui a été... on a vu des choses sensibles, des choses semblables, racontées, écrites et même filmées. Je pense à un grand film documentaire des années 1970 qui s'appelait First Contact. Oui, j'ai une véritable fascination pour...
ces étonnants, ces étranges étrangers, ces étonnants voyageurs, comme disait l'autre, comme disait Baudelaire. Et tout de suite, j'ai senti que Gaston s'inscrivait dans cette grande intrigue. On va en savoir un peu plus sur Gaston. Arrivé à Paris à la fin du mois d'août 1919, là je remonte un peu chez ses parents, pour savoir d'où il vient, le jeune cheminot Charles se marie le 20 mars suivant, à l'âge de 25 ans, rue des Batignolles, à la mairie du 17e arrondissement. Gaston est en route. Il a pris le train de la gestation au mois d'octobre. La mariée se dit confectionneuse. Ma mère faisait à la maison de la couture pour la SNCF, écrira son fils 80 ans plus tard. Elle a 30 ans et vient d'un petit village occitan, Prévinquières, le Meusien et la Véronaise, tous les deux batignolais maintenant. Charles et Marie-Adeline, on dit Madeleine, orpheline de mère, mademoiselle Boyer, avaient déjà été mariées à 15 ans pour se retrouver veuve 7 années plus tard. Et la voilà montée à Paris en ménage avec le père de l'enfant qu'elle porte, futur Titi des Batignolles. Car quand on remonte les fils de l'enfance de Gaston, on aboutit toujours aux Batignolles. Les adresses, les souvenirs, les archives, les faits, tout nous y ramène. Gaston avait les Batignolles vissés au corps, jusque dans sa voix qui ne s'est jamais départie de son accent parisien, même quand il parlait le russe de Choska, parfois matiné de, je ne sais pas le dire, mais Surgique, ce créole ukrainien. C'est une belle promenade que j'appelle Gastonnade batignolaise. Je fais à pied le tour des adresses qui ont jalonné sa jeunesse. Né rue Le Mercier, chez Hélène, sage-femme, domicilié d'abord rue des Moines, puis rue des Apennins, à 2 pas de là, un oncle rue Saufroy, Eugène, frère cadet de Charles, lui aussi petit cordonnier de la Meuse, monté à Paris après la guerre, où il est devenu grillageur, témoin de noces de Charles et Madeleine. La gare de Pont-Cardinet, où travaillait son père, l'école de serrurerie de la rue Salneuve, où il a fait son apprentissage, la mairie du 17e, l'école primaire de l'avenue de Saint-Ouen, je compte mes pas, un périmètre dont le square des Batignolles est le noyau, à peine plus de 3 km et déjà tout un univers. Donc il vient de là, Gaston. Oui, c'était une culture, c'était une langue avec son accent. On ne parlait pas dans le 17e comme dans le 15e arrondissement de Paris. Et ça m'avait frappé aussi parce que ça me renvoyait à... dans ma lointaine jeunesse, moi qui vous parle, il existait encore l'accent parisien. Et que maintenant on n'entend plus d'ailleurs, tout le monde parle pareil, tout fout le camp. Mais lui, il était vraiment, il était pétri, quoi. C'était son univers et toutes ses références, tout le renvoyait aux Batignolles. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir qu'il avait gardé intact ce français des Batignolles et qui parlait en Ukraine le russe avec l'accent Titi parisien, avec l'accent des Batignolles et qui riait ha 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 comme dans les bistrots des Batignolles, quoi. Mais bon, donc Gaston grandit là-bas et le jour fatal arrive où il se voit requis contre son gré pour le STO, le service du travail obligatoire, comme des centaines de milliers d'autres qui n'avaient rien demandé. Gaston s'en expliquera comme suit. En 1943, les accords entre le maréchal Pétain et avec le Premier ministre Laval ont été signés, ce qui signifiait que pour 2 ans, tous les Français, hommes et femmes de 17 à 50 ans, devaient aller travailler en Allemagne. En échange, notre pays était occupé seulement sur la moitié de son territoire. Après avoir passé le conseil médical, j'ai reçu le certificat de recensement et j'ai connu le jour et l'heure du départ pour l'Allemagne. À Paris-Est, nous avons reçu les dernières instructions pour notre voyage et la possibilité de changer l'argent français. Après 2 journées de trajet, nous étions arrivés à la gare de Saarbrücken. La police allemande a effectué la fouille de nos bagages et après avoir reçu du pain et du fromage synthétique, nous sommes partis pour Kassel. Après 1 jour de voyage, nous étions à Kassel et nous avons changé de train pour arriver à Eskenstruh, où nous avons été reçus par le directeur de l'usine Dynamit, une fabrique d'explosifs, qui nous a tout de suite demandé si on connaissait l'allemand. Seul un homme de notre groupe, qui était né pas très loin de la frontière et qui connaissait l'allemand, nous a servi d'interprète. Le directeur nous a emmenés à l'usine, à côté des baraques où se trouvaient les chambres des ouvriers étrangers. Nous, les hommes, avons pris connaissance de ces baraques où il y avait pour chaque chambre 10 lits,
un fourneau à charbon et un seau pour l'eau. Les femmes russes, ukrainiennes, françaises vivaient dans le territoire où vivaient les femmes allemandes qui devaient travailler 2 années. Après avoir mis nos bagages dans les chambres, nous sommes passés au réfectoire où nous avons reçu la nourriture, 100 grammes de pain pour une journée de travail de 12 heures, la soupe avec choux, betteraves, pommes de terre, une fois par semaine, le sucre et 50 grammes de graisse par semaine étaient des produits chimiques. Le travail se faisait en 2 équipes de 12 heures, le dimanche était férié pour le ménage et la lessive et les douches. On ne recevait pas de salaire, on recevait des vêtements, chaussures pour 6 mois. Pas de radio, la poste ne marchait pas ou mal. La seule raison de notre présence, c'était de travailler. Et malgré ça, il fait une rencontre. Je ne sais pas si vous avez lu ou si vous avez souvenir d'un grand livre de mon point de vue, de François Cavana, qui s'appelait Les Ruskov. Oui. Et Gaston a connu la même histoire. Cavana avait Maria, qu'il a perdue, et dont d'ailleurs j'ai retrouvé la trace, mais c'est une autre histoire. Gaston aura Louba. Ces camps étaient très durs. On était vraiment dans un duel permanent contre la faim qu'on avait au ventre. Il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de morts, c'était vraiment très dur, mais il y avait l'amour. Et c'est comme ça que Gaston rencontre Louba. Et d'une certaine façon, c'est le début de son histoire. Ah bah alors je vais continuer. Donc ça dure, le STO, ça dure jusqu'à une certaine période, c'est-à-dire août 45, c'est ça, à peu près? Non. Avant? Ils sont libérés le 30 mars 1945. Oui. Donc les Américains arrivent. Qu'allait-on devenir dans une pagaille pareille? Français, Belges et Hollandais seraient mis en attente de rapatriement sous protection américaine. Les OST seraient placés dans un camp de transit, peut-être, et l'armée rouge se chargerait du reste. Pour l'instant, les soviétiques étaient encore loin de Berlin. Or, les Américains n'accepteraient pas n'importe qui dans leur camion. Ils feraient des listes, des feuilles de route, des attestations, des lettres à la Croix-Rouge et plein de paperasses. L'Allied Expeditionary Force délivrerait des cartes d'enregistrement nominatives et numérotées avec l'adresse de destination. Elle envoyait les partants dans un centre de rassemblement près de Kassel, à Mattenberg, 30 km plus loin. Mais Louba, You should get married, boy. Et voilà tous les amoureux de l'usine dynamite, hollandais, belges ou français, allongeant le pas vers le bureau de l'état civil d'Eskenbrtrou, avec bras dessus, bras dessous, leurs fiancées russes ou ukrainiennes. Ainsi, Gaston et Louba se marient-ils le 20 avril 1945. Le papier qu'on leur délivre en échange leur donne le droit d'être ensemble et de le rester. Quelques semaines plus tard, en arrivant à Paris, recélébration du mariage à l'ambassade de l'Union soviétique. Et 2 ans après, sans hâte, les actes d'Eschenstrou arrivent via Francfort à la mairie du 17e arrondissement de Paris pour leur transcription. Gaston me dira « Il y a des gens qui se marient plusieurs fois. Eh ben moi, je me suis mariée 3 fois. Mais avec la même femme. » Toujours ce rire à 3 notes des rieurs batignolais. Je raconte la suite. On peut dire que c'est vraiment cette décision qui change tout, quoi, qui fait tout basculer. Oui. Mais je vais anticiper un peu parce qu'on peut dire, ah là là, Louba, il l'a épousée, voilà qu'il l'amène à Paris, et c'est à Paris que leur vient l'idée d'aller voir en Ukraine ce qui se passe. Louba, elle était la cadette d'une fratrie de 7 enfants, ce qui n'est pas rien. Et on n'avait aucun moyen de savoir ce que sa famille était devenue. C'était ça quand même le moteur de sa motivation pour le retour en Ukraine. C'était ça, savoir.
Et vous avez déjà entrevu la suite de l'histoire. Gaston arrive à Chostka, donc en Ukraine, avec Luba. Et une fois là-bas, eh bien, il s'avère qu'il n'y a pas de retour possible. Quand il va à la gare pour acheter les billets, on lui dit « Jeune homme, ici les trains ne roulent que dans un seul sens, c'est vers l'Est. » Et là, Gaston a compris qu'il était piégé. Et toutes les 50 et 60 années qui vont suivre seront marquées en fait par ce destin de jeune homme amoureux, puis marié, qui, dans ce travail de construction d'une famille, accompagne Luba jusqu'à chez elle et se trouve piégé en Ukraine. Et pourtant, moi je l'ai connu, il avait 60 ans, il restait un homme amoureux. Et dans le contexte russe, soviétique, qui était quand même assez dur, c'était dur, la vie était dure. Les divorces, les familles déconstruites, les familles explosées, les familles sans père, les morts prématurées, tout ça était monnaie courante. Et finalement, des gens heureux, on en voyait peu ou pas. Et Gaston, ça m'a tout de suite marqué, il appartenait à cette catégorie rare des gens heureux, et des gens heureux en famille. Et il appartenait à cette catégorie encore plus rare des hommes vieux et amoureux, ou vieux mais amoureux. Gaston, Luba, sa femme, il y avait comme ça une sorte de symbiose. Moi, en Russie, depuis tout le temps que j'y traîne mes guêtres, je n'ai vu, soit de près, soit de loin, que deux autres exemples. Un bel exemple qui est celui de Valentin Pagetnov, dont j'ai traduit un livre, Avec les ours, qui offrait comme ça, avec sa femme Svetlana, une image à vous faire mourir d'envie, quoi. D'être à la fois aussi vieux, aussi heureux et aussi amoureux. Et il y a un deuxième exemple qui est immensément célèbre. Je pourrais sans doute pas prononcer, si j'étais en Russie aujourd'hui, son nom à voix haute, parce que sinon je me ferais déchirer en petits morceaux. Mais ce deuxième exemple, c'est celui de Mikhail Gorbatchev et de sa femme Raïssa. Et jamais d'ailleurs on n'aura pardonné à Mikhail Gorbatchev d'être à ce point heureux et amoureux. Mais Gaston, il était dans cette chapelle minoritaire, cette tribu très particulière des gens amoureux et heureux. Il a quand même tenté quelque chose à un moment donné. Il faut tenter quelque chose. Gaston mûrit un plan. Si la France est hors de portée, l'ambassade de France reste peut-être un objectif atteignable, qui sait. Il en poussera la porte, déposera une lettre, se fera connaître, expliquera son cas, et alors on lui donnera les papiers ou la protection qu'il faut. C'est Kiev ou Moscou, au choix. Kiev est plus proche, mais aussi plus provincial, plus périphérique, plus incertain. D'ailleurs, y a-t-il une représentation française à Kiev ? À Moscou, il espère se fondre dans la foule de la capitale et toucher un niveau hiérarchique plus élevé. Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, disait Madeleine, sa maman. Il a bien été reçu par son Excellence Bogomolov, en personne, rue de Grenelle. Que ne le serait-il par le général Catroux, ambassadeur de France, rue Yakimanka. Mais Georges Catroux, la rue Yakimanka, la maison Yougounov, à l'ambassade est sise, Gaston ignore tout cela. Il compte s'y rendre à l'aveuglette, clandestinement, si tant est qu'il y parvienne. Il n'a pas de billet de train ni le droit d'en acheter, faute de papier. En cela, il partage la condition de millions de gens du pays. La population rurale, notamment, est privée de passeport, c'est-à-dire de pièces d'identité. En ce temps-là,
Un simple colcosien ne peut se présenter au guichet d'une gare pour l'achat d'un titre de transport. Il n'est pas muni d'une autorisation spéciale. Même chose pour un naufragé français. Il n'y a qu'une solution, voyager en lièvre, comme dit l'expression russe en hommage à l'agilité de l'animal qui saute en marche, bondit, accélère, virevolte et détale. Il voyagera sur le toit d'un wagon. Il existe tout un folklore associé à ces chevauchées ferroviaires en un temps où le commun des mortels n'avait pas d'accès légal aux voitures de passagers. Des hommes célèbres ont pu s'enorgueillir d'être passés par là. Un futur président de la Fédération de Russie, alors étudiant à l'Institut Polytechnique de l'Oural, a consacré ses vacances d'été à découvrir ainsi son pays. La plupart du temps, je voyageais sur le toit des wagons, mais aussi dans les soufflets, sur les marchepieds ou encore dans des camions. Plus d'une fois, bien sûr, la milice m'a fait descendre. « Où vas-tu comme ça ?» Je répondais que voilà, j'allais chez ma grand-mère, disons à Simferopol. Dans quelle rue habite-t-elle ? Je savais que dans toute ville, il y avait forcément une rue Lénine. Ça, c'est un témoignage de Boris Eltsine, qui a été président de la Russie, comme les plus vieux d'entre vous s'en souviennent, et qui avait fait comme ça un été à cheval sur des toits de wagons. Et c'est comme ça que Gaston va tenter un voyage à Moscou. Il va trouver l'ambassade. Il va atteindre l'ambassade, mais à 100 mètres de l'ambassade, 2 hommes en civil l'approchent, le tiennent par les coudes et l'emmènent pour un interrogatoire difficile. On lui demande pourquoi, qui il est, etc. Et il répond qui il est, d'où il vient. Les services se renseignent, la réponse vient de Chostka, que oui, il y a un Français à Chostka, qu'il est passé on ne sait pas où, et pour cause. Et donc, manu militari, on remet Gaston dans un train. C'était pas difficile parce que les chemins de fer à l'époque de Staline étaient militarisés. Ils étaient gérés par l'armée, si vous préférez. Et on le met de force dans le train avec, pour consigne donnée au chef de wagon, de le faire descendre à Chostka. Et là, à Chostka, il est cueilli par les tchékistes, les gens du NKVD, l'ancêtre du KGB. Et là, il est assigné à résidence. L'obligation lui est signifiée de venir pointer tous les mois au commissariat du NKVD. Et Chostka, pour cette raison-là, va devenir... c'était son lieu de naufrage et ça deviendra sa prison. Il y a une chose étrange quand même, c'est que, bon, c'est un destin tragique, mais d'une certaine façon, il y avait chez Gaston ce pouvoir de prendre les choses du bon côté. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, ça c'est Maurice Chevalier, il avait toujours cette chanson à la bouche. Je le décris un peu plus loin dans le livre comme le jardinier de sa bonne humeur, c'est exactement ça. Il cultivait cette image, il se construisait comme ça un personnage, le personnage du Titi qu'il avait été, toujours insouciant de tout, prendre les choses du bon côté, par où qu'elles viennent, et tout s'arrangera, et ceci et cela. J'ai jamais su si c'était le personnage qu'il était vraiment ou ce personnage qu'il s'était construit comme une réponse à l'adversité qui le frappait. Et il y a une autre réalité qui m'a beaucoup gêné dans l'écriture de ce livre. C'est que pour cette raison, autour de Gaston, dans sa biographie, il n'y a jamais de méchants. Alors moi, j'aurais voulu qu'il y ait des méchants autour de Gaston, parce que c'est plus facile d'écrire une histoire quand il y a des méchants. C'est Gaston aux prises avec les méchants, et qui finit avec le temps par l'emporter sur les méchants, par vaincre les méchants. Donc ça donne
à l'histoire un souffle, une dramaturgie, et on n'a plus qu'à se laisser porter par la lutte du bon Gaston contre les méchants pour produire et écrire une belle histoire, quoi, qui captive l'attention. Or là, quand on regarde, il n'y a pas de méchants autour de Gaston. C'était un petit peu... ça tenait à cette personnalité qu'il était vraiment, mais en même temps qu'il cultivait en lui. Le mal n'était pas dans les gens. Quelque part, il aimait beaucoup les gens. Et il était immensément aimé des gens pour ce qu'il était. Le mal était dans le système. Et quelque part, c'est une idée, ça, très, très russe, ou très russe, ukrainien. À l'époque dont je vous parle, maintenant, ça peut paraître bizarre, hein, mais le panachage était vraiment très marqué. On s'y perdait un peu. Mais donc c'était une idée très russe. Les gens en Russie sont fantastiques. L'âme russe a quelque chose à voir avec ça. Mais ce système qui fait marcher les gens à la schlag, lui, est exécrable. Gaston est une belle illustration finalement de cette vérité historique. En fait, il n'a jamais été dans la victimisation non plus. Il s'est adapté. Il a compris aussi qu'il ne fallait pas faire trop de vagues pour être tranquille. Oui, et puis il s'est réalisé aussi, je ne sais pas si vous avez prévu, Lorraine, d'en parler un peu, mais... je ne vais pas tout dire non plus. Hein. Il était ouvrier, il était tourneur sur métaux, et c'est un tourneur sur métaux remarquable. Et donc d'être dans son usine, devant son tour à métaux, était aussi une façon de s'exprimer. Et il a travaillé à développer son usine. Il s'est fait respecter pour ça. Il avait vraiment... il y a des gens qui ont une guitare dans les doigts. Lui, il avait le tour à métaux dans la peau. Et c'est important aussi parce que l'Union soviétique, elle avait une autre contradiction. Bien sûr, elle a déployé, chacun le sait, des goulags, des camps de travail, de rééducation par le travail, etc. Donc, elle a fait, avec un peuple de travailleurs, elle a fait des forçats. Mais le contraire aussi est vrai, d'une façon assez paradoxale, c'est qu'il existait le culte du travail ouvrier, le culte de l'ouvrier, qui était bien payé, qui était respecté socialement, quoi. Et Gaston a su s'inscrire dans cette culture ouvrière qui était respectée à la fois par les gens et par le système. Et ça a conditionné son mode, sa stratégie de survie. Il participait à tous les 1er mai, c'est lui qui portait le drapeau, il était... Oui, parce que en fait, il est devenu ce qu'on appelle dans la littérature soviétique un héros positif, le meilleur ouvrier de l'usine. Il y avait régulièrement une sorte de classement qui est le meilleur et qui prend le drapeau rouge du meilleur ouvrier du trimestre, quoi. Et Gaston était régulièrement cité comme le meilleur, c'était lui qui recevait le drapeau rouge, qui avait la prime assortie, et il avait cette fierté-là, qui lui venait de son apprentissage à l'école de serrurerie du 17e arrondissement. Il avait aussi vécu, il avait 16 ans, mais le Front populaire, qui, comment dire, bon, c'était l'idée que la classe ouvrière, c'était quelque chose, quoi, dans la société. Et il incarnait magnifiquement cette idée-là. Donc, il s'est retrouvé, il a pu s'exprimer
grâce à cette vocation qui n'est pas tout à fait artistique, tourneur sur métaux, mais qui requiert quand même plein de qualités, plein d'intelligence. Il était vraiment là-dedans. On va se garder un petit temps pour voir si vous avez des questions quand même, parce que profitez-en. Il est mort comment? Il est pas mort 1900. Si, quand même. Il a eu une mort très russe. Il n'y a pas plus russe que la mort de Gaston. Il a glissé sur une plaque de verglas. Oui, mais il était âgé quand même. Pas tant que ça, il avait 81 ans. Enfin, c'est pas tout jeune, oui. Et en glissant, il s'est cassé le col du fémur. Donc, il a été opéré pour une prothèse. Et là, pendant l'opération, ou par suite de l'opération, il a sombré dans un coma dont il n'est pas revenu. Il y avait d'autres questions, je crois, oui. Je suppose qu'il avait toujours la nationalité française. Il n'y a aucune lettre qui pouvait arriver dans sa famille, à Paris. Personne ne pouvait dire on a un Français là-bas, vous ne pouvez pas nous le rendre. Alors, oui, il avait la nationalité française, mais quand il est arrivé là-bas, il n'y avait pas d'échange de courrier possible. Donc, dans les années Staline, c'était tout simplement impossible. Jusqu'à la mort de Staline, c'était impossible, donc jusqu'en 1953. Après, il y a eu comme une ouverture, parce que l'usine dans laquelle il travaillait, on appelait ça la cinéfabrique, c'était une grande usine d'ailleurs, de pellicules, de films. C'était le Kodak soviétique, on appelait ça la Sviema. Bon. Et à un moment, les soviétiques étaient très, très en retard. Il y a des technologies nouvelles, notamment la photocouleur, que les soviétiques ne maîtrisaient pas. Donc la décision a été prise, c'était sous Khrouchtchev, d'acheter des machines, des technologies à l'étranger. On en a acheté chez Sony au Japon, on en a acheté en Allemagne et en Italie. Et il y avait des spécialistes, des opérateurs étrangers qui venaient, notamment de Belgique, pour le service après-vente. Et c'est là que Gaston a connu des Belges, des Italiens, et par ce canal, il a pu faire savoir à sa famille qu'il était vivant. On le croyait mort depuis des lustres. Et il avait encore sa mère, son père lui est mort en 1948, donc sans savoir que son fils Gaston était vivant. Et sa mère, à partir de là, elle s'est découverte, elle était veuve, elle avait un fils unique qui était Gaston, et de nouveau elle est redevenue mère, puisque son fils était vivant, et grand-mère, hein, puisque Gaston et Liuba avaient 2 enfants. Donc des lettres ont commencé, et même des cadeaux. Il y a un petit train électrique qui un jour arrive à Chostka, c'est un cadeau de la grand-mère à son petit-fils Alexandre. On n'avait jamais vu en URSS de petits trains électriques qu'on remontait à ressort et qui tournaient comme ça. C'était un événement colossal que l'arrivée de ce petit train électrique dans la ville de Chostka. Et à partir de là, sa mère y a cru. Elle était dans un petit village de la Meuse qui s'appelait Écurey. Et elle a cru que son fils allait venir. J'ai même trouvé dans les archives de Gaston un certificat d'hébergement qu'elle avait fait faire en 1960 à la mairie d'Écurey. Comme quoi, oui, je peux héberger Gaston, sa femme, ses enfants, sa famille, enfin, etc. Et elle est morte comme ça, dans cet espoir de voir Gaston revenir. Il viendra. Et puis Gaston avait des cousines. Et il parlait toujours, à moi-même, il parlait de sa cousine Suzanne. Et
on avait l'impression que Suzanne occupait une place considérable dans sa vie. Et en vérité, ils ne se sont vus qu'une fois. Mais Suzanne incarnait dans l'imaginaire de Gaston et dans sa France reconstruite sa famille française. Et en écrivant cette histoire, j'ai retrouvé Suzanne, elle a 100 ans, qui me parle de Gaston, mais il y a moins de Gaston dans la vie de Suzanne qu'il n'y a eu de Suzanne dans la vie de Gaston. Gaston n'a pas été un cousin fantasmé. Et puis les parents de Gaston étaient de petites gens, donc ben oui, Gaston est parti, mais aller dans les ministères, vous voyez, écrire, moi je sais pas, Place Beauvau, que sais-je encore, ou au Quai d'Orsay, c'était pas du tout dans la culture civique des parents de Gaston. Donc voilà, on a imposé à Gaston, après quelque temps, la citoyenneté soviétique, donc il est devenu soviétique, et c'est seulement au soir de sa vie que Gaston prend du papier, un stylo, et écrit une belle lettre au consulat de France à Saint-Pétersbourg, parce que son fils était de Saint-Pétersbourg, et dans ses vieux jours, Gaston et Louba sont allés vivre auprès de leur fils à Saint-Pétersbourg. Et là, voilà le consul de France qui reçoit ce courrier, « Je m'appelle Gaston Thivet », et qui découvre à travers cette lettre, une belle lettre d'ailleurs, le résumé de la vie de Gaston. Et ça m'avait beaucoup intrigué parce qu'un jour que je présentais un livre qui s'appelait « Souvenez-vous du gelé », à Paris, dans le 5e arrondissement, après la présentation, il y a un petit cocktail au buffet avec des chips, et puis voilà. Et j'entends une dame, une Parisienne, qui dit « Ah, l'histoire du gelé », enfin Gaston Savin, c'est l'histoire du livre que je venais de sortir sur un grognard de l'armée napoléonienne qui lui aussi avait été fait prisonnier et s'était naufragé sur la Volga, dans une ville qui était Saratov. Et cette femme dit « Ah, mais l'histoire de Nicolas Savin me rappelle l'histoire de Gaston Thivet ». Et là, je suis tombé du haut du ciel parce que comment se pouvait-il qu'une femme du 5e arrondissement de Paris se mette à parler de Gaston, mon Gaston, que j'avais connu dans le fin fond du tréfonds de l'Ukraine soviétique, quoi. Et donc je m'approche d'elle, et c'était la femme, Inès Kelchevski, du consul de France à Saint-Pétersbourg, et qui avait eu souvenir de cette lettre. Et le consul de France à Saint-Pétersbourg, quand il a reçu cette lettre, il s'est demandé ce qu'il allait en faire, parce que voilà un homme qui raconte sa vie, mais qui ne se plaint de rien. Il ne demande rien. Alors, comment accéder à la demande de quelqu'un qui ne demande pas? Oui. Mais c'était comme ça une façon symbolique de renouer avec son pays. Et Kelchevski, Alexandre Kelchevski, le consul, il a eu une bonne idée. Il a vu que si Gaston recouvrait sa nationalité française, ça n'a pas été difficile. Il suffit de prendre les extraits de naissance et le tribunal d'instance, il statue là-dessus. En 3 mois, c'était plié. Et qu'il est inscrit dans les registres comme étranger du consulat de France, il a droit à une indemnité, une allocation. Donc il s'est saisi de ce prétexte, le consul, pour écrire à Gaston en disant « Mais au fait, j'ai reçu votre gentille petite lettre, vous avez droit à une indemnité ». C'est comme ça qu'il a appâté Gaston et que la rencontre s'est faite. Il a formalisé la remise de la carte d'identité, il a donné une réception au consulat de France. Enfin, il a comme ça scénographié en quelque sorte le retour de Gaston dans sa qualité de citoyen français. Mais il n'est jamais revenu. Alors Gaston n'est jamais revenu, non. Il y a un moment, et j'en parle dans mon récit, moi je voulais lui proposer quelque chose. Mais c'était encore l'Union soviétique, il
il y avait des méfiances, etc. Mais j'avais dans l'idée de dire à Gaston, Gaston, il faut qu'on aille voir tous les deux les Batignolles. On va boire un pot au café de la rue des Dames, et puis on ira à Écuré. J'ai une vieille voiture, j'avais une Lada à l'époque, je vous emmène. Et bon, c'était une idée que j'avais, je ne trouvais jamais l'occasion de le lui dire, parce que quelque chose m'en empêchait. Et un jour, j'arrive chez Gaston, c'était à Chostka, et Gaston, pour mon bonheur, il rentrait chez des amis, c'était un dimanche, pour dire les choses comme elles sont. Il était un petit peu pompette. Donc je dis, c'est le moment, quoi. Et chez lui, sur son divan, je lui dis, Gaston, voilà. Et là, il avait le vin joyeux, mais il a fixé ses genoux, il était enfoncé comme ça dans son divan, en disant, ben non, le temps a passé, je me plains de rien, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, disait Maurice Chevalier, etc. Donc quelque chose quand même. Et je crois que c'est sa petite fille Ina qui m'a très bien résumé les choses en disant « il voulait, mais il ne voulait pas. Il voulait, mais il avait peur. » Et son fils me disait « avec le temps, je crois qu'on l'aurait eu. » Mais il y avait comme ça une réticence. Et il y avait une autre vérité, c'est que Suzanne, la belle Suzanne, la Suzanne bien-aimée, la grande cousine qui était toute la France pour elle, lui envoyait des lettres gentilles, mais sans lui dire « viens ». Sans lui dire « viens Gaston ». Dans ses lettres, elle lui disait « si tu viens ». Mais si tu viens, ce n'est pas dire « viens Ouais. ». Et je pense que... Gaston était habité par une immense modestie. Et les gens modestes, les humbles, ils ont un problème, c'est qu'ils n'osent pas. Gaston était de ceux-là. Beau personnage, hein. Ouais. C'était aussi pour moi, je ne peux pas dire que Gaston soit un prétexte, Gaston n'est pas un prétexte, Gaston est un livre en soi. Mais en écrivant Gaston, je voulais faire aussi un livre voyage. Dans cette Ukraine, pour moi c'était important parce que ce n'est pas une Ukraine touristique, c'était une Ukraine où personne n'allait. Moi, je me suis retrouvé là-bas un petit peu pour les mêmes raisons que Gaston, enfin dans un contexte et une époque différente. Ce que je veux dire, c'est que Chostka, c'était une ville industrielle, mais en même temps en pleine campagne, qui s'était construite autour de cette usine, la Cinéfabrique, qui était le Kodak soviétique, la grande usine de pellicules. Bon. Mais ce n'était pas une ville qu'on visitait. Il n'y a pas de guide touristique sur Chostka. Il n'y a pas de... Chostka n'est pas mentionné dans la littérature. Il n'y a pas une poésie sur Chostka. Il n'y a pas un film au monde qui ait été tourné à Chostka. Donc Chostka, d'une certaine façon, c'était rien du tout. Mais en même temps, tout un monde. Et moi, je voulais quand même faire exister faire exister, c'est un russisme ça, faire exister ce livre Ouais. par une écriture. Et tant pis ou tant mieux si c'est la mienne. C'est pas si facile que ça d'ailleurs de faire vivre, de donner vie à quelque chose dont personne n'a parlé et dont personne n'a rien écrit. Quelque part, quand on écrit sur Venise, on a plus de références. Et que devient Chostka actuellement? Chostka devient une ville sinistrée parce que elle a perdu cette fonction industrielle qu'elle avait à l'époque soviétique. Cette grande usine, ce Kodak soviétique qui était la Sfema. En fait, elle a très vite périclité. Elle a périclité pour plusieurs raisons conjuguées. D'une part,
on est passé au numérique. La pellicule a cessé d'exister comme produit industriel de masse. Et la Sfiema, cette usine, avait raté le train de la reconversion industrielle. On n'avait pas les technologies du numérique. D'autre part, dans son cœur de métier, qui était la fabrication de pellicules, il y avait des concurrents comme Kodak et autres. Et on voyait avec l'ouverture du pays au marché étranger, la mondialisation, globalisation, que sais-je encore, les pellicules de Kodak de meilleure qualité et à moindre prix que celles de la Sfema. Donc cette usine a perdu sa raison d'être. Et puis l'Union soviétique, comme fédération, s'est désagrégée. Donc l'Ukraine et la Russie, c'était plus la même chose. Politiquement, mais industriellement aussi. Compte tenu de l'enjeu industriel qu'était Shostka, Shostka était placé sous l'autorité fédérale de Moscou, à l'époque soviétique. Il y avait comme ça une subordination qui n'était pas politique. L'usine n'était pas assujettie, hiérarchiquement parlant, à Kiev, mais à Moscou. Or, ce lien a été déchiré. Donc tous ces facteurs se conjuguant, ont fait que Shostka a cessé d'être une ville industrielle importante et elle vit, comme on peut le voir dans ces régions sinistrées charbonnières du nord de la France, quand on a fermé les mines, une ville qui vit de son souvenir de grandeur industrielle, un petit peu comme ça nostalgique. Et elle a perdu plus du tiers de sa population. Bon. Et puis en plus, aujourd'hui, on est dans le contexte de la guerre. Shostka, c'est la région de Soumy, qui a été une cible importante pour les Russes. Bon, à partir de février 22, quand ils sont entrés... Quand ils sont entrés en Ukraine, quand ils ont attaqué l'Ukraine, Shostka, bien sûr, a subi le contre-coup de cette réalité, en se prenant quelques obus, mais qui n'ont pas défiguré. Mais c'est une ville comme ça, c'est une ville en perdition. Vous avez rencontré l'épouse de Gaston ? Ah, Oui, vous n'en parlez pas beaucoup, hein, c'est vrai. Pas assez, peut-être. Oui, on ne pouvait pas voir Gaston sans Louba. Et ils étaient comme ça, très complémentaires. Quand ils racontaient une histoire, hein, c'était des phrases en tandem. Gaston la commençait, Louba la finissait. C'était à qui finirait l'histoire. Il y avait comme ça une sorte de symbiose narrative et de concurrence narrative entre les deux. Ce qui est impressionnant, c'est que quand j'étais chez eux, bon, il y avait... c'était la pièce à vivre de l'ouvrier. Hein. Il y avait le vaisselier, la table au milieu, et donc ils étaient assis à table. Mais c'était une table qui avait peut-être la grandeur de celle-ci. Et Gaston et Louba étaient toujours comme ça, quel que soit. Ils avaient comme ça cette forme de symbiose. Et en même temps, autant Gaston avait très bonne presse dans toutes les bouches de Shostka, autant Louba était sujette parfois à médisance, peut-être un petit peu jalousée, parce qu'une femme heureuse, franchement, une femme heureuse dans la Shostka soviétique, c'est indécent, quoi. Et ça faisait jaser. D'une certaine façon, mais là on est dans une matière un peu
un peu subtil et qui, je crois, n'appartient qu'à Gaston. Mais d'une certaine façon, soyons un peu méchants. Allez, il n'y a pas de méchants dans mon livre, soyons un peu méchants. C'était un petit peu de sa faute à Luba. Parce qu'elle connaissait son pays, elle était née dedans. Et dans les camps de travail, les filles qui travaillaient s'inquiétaient même de l'approche des soviétiques. Tout en l'espérant. Hein. Les soviétiques arrivaient, l'armée rouge, on serait libérés, on rejoindrait les nôtres, etc., etc. Mais en même temps, on savait que le fait d'avoir travaillé pour les Allemands, dans la logique stalinienne, était punissable. Donc, on s'inquiétait et on avait grandi dans les années Staline. La fameuse Maria de François Cavana, dont je parlais, qui est l'héroïne des Ruskov, pourquoi est-ce que Cavana n'a jamais retrouvé sa Maria? Parce que, bon, ils ont été séparés d'une façon dramatique au moment de l'arrivée des Alliés, des Russes, de l'armée rouge, des Américains, etc., en Allemagne. Et d'une façon comme ça, accidentelle, ils ont été séparés, ne se sont jamais retrouvés, mais qu'une fois en Union soviétique, Maria Tatarchenko, elle a été déportée au Kazakhstan. C'était soit la Sibérie, soit le Kazakhstan. Pour elle, le Kazakhstan. Donc les requêtes faites par Cavana pour s'inquiéter du sort de sa Maria ne pouvaient aboutir. Elle était frappée d'une peine d'exil au Kazakhstan. D'autres Gastons ont connu une histoire semblable. J'en fais état à un moment dans le livre, mais sans avoir réussi, d'une part, à préserver l'amour, ce bel amour que j'essaie peut-être un petit peu comme ça maladroitement, mais de vous dire qu'il était absolument unique et qu'il était impressionnant. Donc on n'a pas des exemples comme ça. Et puis d'autre part, pas d'intégration sociale dans la machine soviétique aussi édifiante que Gaston. Donc, ben voilà. Je veux savoir, Gaston, il est décédé avant sa femme ou après? Alors Gaston est décédé après sa femme. Et comment elle a vécu du coup, le décès de sa femme qui vivait tout positivement d'une certaine manière? Ah, ça a été... c'est une note un peu triste. Comme je vous l'ai dit, Alexandre, leur fils, voyant le naufrage, décidément on parle beaucoup de naufrage aujourd'hui, c'est un mot qu'on a prononcé beaucoup de fois, mais voyant le naufrage de Chostka, parce que la ville qui vivait comme ça de son industrie s'est retrouvée sans rien, mais vraiment sans rien. Gaston m'écrivait des lettres me disant « il n'y a même pas de planche pour faire les cercueils ». Et bon, ce sont des témoignages que j'ai reçus sous forme épistolaire. Parfois Gaston s'excuse d'un long silence en me disant « mais c'est parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de timbre, je ne peux pas écrire, faute de papier pour écrire, quoi. » Donc, voyant cela, Alexandre, lui, le fils de Gaston, lui, il a fait une très belle carrière dans l'industrie chimique à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg. Mais très belle carrière, il est devenu directeur d'usine. Et donc, il avait les moyens, donc il a pris ses parents pour les mettre à l'abri. Et il est arrivé, Luba a été frappé une fois à Saint-Pétersbourg, du même syndrome qu'à Paris en août 1945. Une fois à Saint-Pétersbourg, elle a voulu revenir à Chostka. Et quand les petits-enfants de Chostka sont venus leur rendre visite à Saint-Pétersbourg, puis ils sont repartis 15 jours plus tard, Luba a dit « Je fais le voyage avec vous, je veux voir les tombes de mes sœurs, je veux voir les copines, la tombe de ma mère, je veux voir la maison, et après je reviendrai. » Mais une fois arrivée à Chostka, elle est arrivée pour y mourir. Et une fois arrivée à Chostka, elle s'est donc laissée mourir. Et ça a duré 7 mois. Et très vite, elle a été prise d'une congestion cérébrale.
Et quand Gaston l'appelait en lui disant « Reviens, prends un billet, etc., un billet de train, reviens à Saint-Pétersbourg », Louba se défilait, au point de ne pas vouloir prendre Gaston au téléphone. Sa petite fille me dit « Mais c'est étonnant, je les ai toujours connus ensemble, parlant l'un pour l'autre et respirant d'un même cœur. » Et pour un peu, ils se seraient disputés au téléphone. Louba voulait mourir à Chostka. Donc il y a une sorte comme ça d'attirance assez fatidique de Louba pour Chostka. Et quand Louba est décédé, eh bien, son fils est allé aux obsèques sans en dire un mot à son père. Il n'imaginait pas qu'on puisse dire à son père « Maman est morte ». Il y est allé, il a laissé un peu le temps travailler pour lui, peut-être un petit peu lâchement, et puis il a dit à Gaston que voilà. Et Gaston était un octogénaire en pleine forme. Le temps n'avait pas prise sur lui, m'a dit Alexandre. Moi, d'une manière un petit peu comme ça, subtile, je pense que la mort de Gaston nous raconte que... bon, il n'a pas choisi de mourir, il n'a pas choisi de mourir comme ça, mais oui, la mort a quelque chose à voir avec la douleur d'être sans elle. Moi, j'ai une question par rapport au fait, quand ils sont partis de Paris à Chostka, est-ce qu'ils avaient discuté tous les deux parce que vous dites que Louba était très attaché à sa ville d'origine. Mais du coup, peut-être que même s'il n'y avait pas eu ces problèmes politiques, il serait resté à Chostka, quoi. Est-ce que Gaston, il comptait revenir... parce que vous dites que c'était un voyage de fiançailles, mais est-ce qu'il comptait vraiment revenir à Paris ou alors il comptait s'installer là-bas et pouvoir bouger librement? Enfin, c'était quoi qui était prévu? Alors moi, je vais vous dire, j'ai cru longtemps que le voyage était ce que vous dites. C'est-à-dire on y va et on verra. Et qu'il y avait chez Gaston une passion amoureuse et une curiosité tout court. Surtout que, bon, maintenant, on sait ce qu'est devenu l'URSS, donc on a beau jeu d'en parler. Mais l'URSS, en 1945, c'était Stalingrad. Hein, ils nous ont gagné la guerre. C'était pas... bon. Et je pense que Gaston était là-dedans. Mais en revanche, quand j'en parle aujourd'hui à Alexandre, son fils, ou à Ina, sa petite fille, ils sont formels. Ils me disent non, jamais papa pour Alexandre, jamais mon grand-père pour Ina n'a accepté au fond de lui cette situation. Donc il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, il a construit une famille, il a vécu un amour, il a vécu une passion professionnelle, il a su, mais il renfermait une douleur, et cette douleur était un ressentiment secret. Et quand j'ai posé à Alexandre, qui est un monsieur très posé, moi je parle pas vite, mais lui, bon, c'est 2 mots par minute. Quand j'ai posé à Alexandre cette question que vous posez avec les mêmes mots, tout de suite il a bondi, il a dit mais très vite, hein, que des billes d'un pistolet mitrailleur, il a dit non, jamais papa n'a pu accepter. Au fond de lui, il y avait, au fond de lui, il y avait cette douleur. Donc c'est une situation peut-être un petit peu effectivement ambiguë. Et en même temps, c'est une belle illustration ce que c'est que bon, vous savez, il y a des marins comme ça qu'on finit sur des îles en Océanie ou ailleurs. C'est un cas particulier, mais je pense aussi que c'est une tragédie. Il y a de l'universalité dans le destin de Gaston.
C'est aussi un petit peu l'histoire d'Ulysse, quoi. C'est un roman qui a 3000 ans, mais c'est l'Odyssée, c'est l'histoire d'un homme qui n'en finit pas de rentrer de la guerre. Et Gaston me fait penser un petit peu à ça. C'est un personnage, allez, on va dire les grands mots, c'est un personnage homérique, ou homérien, je ne sais pas comment on dit. Et juste une dernière question. Quand il a été assigné à résidence, c'était pendant combien de temps? Parce qu'au bout d'un moment, vous dites qu'il est parti à Saint-Pétersbourg, donc il avait le droit de bouger. Ah oui, alors attends. Il est assigné à résidence. Là, on est, je pense, au printemps 46. Ah oui, donc c'était très tôt. On est au printemps 46. Donc, je pense que dans la légende familiale, bon, il s'est passé que il a été très malade. Il a eu, comment on appelle ça, la fièvre typhoïde. Il a failli y passer et c'est une bouteille de vodka qu'il a remis d'aplomb en tuant le virus. L'antivirus, ouais. Alors que c'est une histoire, Gaston me l'a raconté 1000 fois. Hein. Ah oui, de l'eau-de vie, c'est le cas de le dire. Et puis son fils, lui, me parle d'un verre d'alcool pur. Parce qu'à l'usine, toujours la fameuse cinéfabrique, on avait de l'alcool, parce que c'est un composant de la fabrication de pellicules à cette époque-là, et notamment de l'alcool pur. Donc il y en avait dans toutes les maisons. Donc il a avalé un verre d'alcool pur, parce que le voyant mourir, sa belle-mère, Daria, la maman de Liuba, aurait fait venir un prêtre. Et le prêtre, en lui accordant la dernière onction, aurait ordonné qu'on lui donne un verre à boire parce qu'on ne sait jamais quoi. Donc, il a descendu un verre d'alcool pur. Moi, Gaston me disait un bocal. Je dis pourquoi? Il dit parce que ça tue le virus. À l'époque, c'était le début du sida. Je me disais, bon, si j'ai le sida, mais cette histoire-là, je l'ai entendu raconter 1000 fois, mais c'était toujours dans le rire, quoi. Bon. Puis selon une autre version, c'était un voisin. Enfin bon, bref. Et quand on l'a remis d'aplomb, à ce moment-là, les tchéquistes, comme on dit, les gens du NKVD, donc devenus le KGB, se sont demandé qu'est-ce qu'on en fait de ce Français, quoi. Ils ont décidé de le placer à l'usine. Donc ils lui ont fait un papier qui était un ordre d'embauche. Il s'est présenté, avec Liuba d'ailleurs, à l'usine avec cet ordre d'embauche. Et en même temps, ça l'a sauvé, parce que la suite logique de son histoire aurait été la Sibérie, le Kazakhstan, enfin la déportation. Mais là, ça a tourné plutôt en sa faveur. Et plusieurs fois, j'ai posé la question à différentes personnes, notamment sa petite fille, en lui disant, mais cette feuille de route pour une embauche à l'usine, c'était une punition ou un salut? Et la réponse était clairement un salut. Ça lui donnait un statut. Et donc la citoyenneté soviétique, dans la légende familiale, est arrivée en même temps. Je crois qu'en vérité, c'était toute une bureaucratie et que ça a pris plusieurs années, durant lesquelles Gaston n'avait pas de passeport et n'avait donc pas le droit de sortir. Mais après, le régime aussi s'est assoupli pour tout le monde sous Khrouchtchev. Même les paysans, les kolkhosiens, avaient le droit à une pièce d'identité, un passeport. Donc je pense qu'à partir de la deuxième moitié des années 50, Gaston a pu voyager un peu à l'intérieur de l'Union soviétique. Et puis quand son fils, à partir des années 1970, a été étudiant, puis ingénieur, puis responsable d'usine à Leningrad, avec Liuba, ils allaient là-bas, à Leningrad. Parce que du coup, il y avait un temps où il n'avait plus la nationalité française, et en même temps, il n'était pas russe non plus, enfin pas ukrainien.
Exactement, et c'était le temps où tous les mois il devait pointer au commissariat. Et il lui avait vraiment enlevé sa nationalité française. Alors, oui et non. On lui a pris, dans la légende familiale, on lui a pris son passeport et on lui a apporté à la place un passeport soviétique. Alors c'est vrai, mais c'est pas vrai, ça n'a pas été aussi instantané. Ce qui est vrai, c'est qu'on lui a confisqué ses papiers. Mais du point de vue de la France, il était français sans qu'on ne sache rien de son sort, de son destin. Quand Gaston s'est signalé auprès du consulat français à Saint-Pétersbourg, le Quai d'Orsay, le consul et toute la bureaucratie française tombaient de haut, quoi, parce que... Oui. Alors, le monsieur près de la fenêtre lève le doigt, on va... Alors, il a épousé une Ukrainienne, il a vécu en Ukraine, mais il n'a pas eu la nationalité ukrainienne. Si, parce que la prise d'indépendance de l'Ukraine, c'est le référendum de décembre 1990. Donc à partir de là, Gaston il est en Ukraine. Ceux qui sont en Ukraine ont des papiers ukrainiens. Et donc Gaston avait un passeport ukrainien. Gaston n'avait pas la citoyenneté russe. Il avait la citoyenneté ukrainienne. Mais pas ses enfants. Alors, oui et non. Alexandre, qui est devenu directeur d'usine, c'est un capitaine d'industrie, hein, Alexandre. Lui, il a, avec sa femme, qui est une Saint-Pétersbourgeoise, et ses enfants et petits-enfants, eux, ils ont la nationalité russe, évidemment, à 100%. Mais Ina, sa petite fille, qui est restée à Chostka, elle a la nationalité ukrainienne. Donc la famille est déchirée aujourd'hui. C'est compliqué. Oui, la famille est déchirée aujourd'hui. Bien sûr, je raconte aussi dans mon livre, parce que ça fait partie de la vie, ce que c'était que la frontière russo-ukrainienne à l'époque soviétique, c'est-à-dire rien du tout, et ce que c'est devenu maintenant, c'est-à-dire un mur de Berlin, quoi. Je raconte comme ça des passages de frontières, parce que d'une certaine façon, cette histoire qui appartient au passé soviétique, mais elle résonne avec d'une étrange façon, mais elle résonne avec l'actualité. Tu avais une question, Michel? Oui, vous échangiez en français ou en russe. Est-ce qu'il avait perdu l'usage de la langue française à force de vivre aussi longtemps en Russie? Alors on échangeait en français. Il n'avait pas perdu l'usage du français, qu'il entretenait en chantant Mistinguett et Maurice Chevalier et Joséphine Baker. J'ai deux amours, mon pays et Paris, ça c'était la chanson de Joséphine, mais lui, il l'avait reforgé à sa façon, il disait, c'est intéressant d'ailleurs, il disait « J'ai deux amours, mon pays c'est Paris ». Bon. Et toujours, quand il était à l'usine devant son tour à métaux, il chantait Maurice Chevalier, Joséphine, Mistinguett. Il avait une préférence pour Mistinguett. Mais donc tout le répertoire y passait, et il avait comme ça cette façon de cultiver. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, la toute première fois, donc par l'entremise de Zinaïda, je lui parle français. Et il m'a parlé français du tac au tac, avec son accent des Batignolles. Je veux dire, il n'avait pas parlé le français depuis 1945, quoi. Mais du tac au tac. Et même, il m'a fait une leçon de français. Parce qu'il me dicte son adresse. Il habitait rue Tsiolkovsky, numéro 8. Et puis son numéro de porte, j'ai mal entendu, c'était numéro 43. Et je lui fais répéter. Je lui dis, appartement numéro combien? Là, j'entends un silence. Je répète, appartement numéro combien?
Et il me dit 43. Avec son... Et le dimanche d'après, donc, je vais chez lui. Et toute la famille était réunie, parce que c'était dimanche, et que voilà. Et il y a Louba qui n'en revenait pas et qui dit à Gaston, mais Gaston, tu aurais pu me dire qu'il y avait ton pays à Chostka et qu'il allait venir chez nous. Parce que dans l'esprit de Louba, c'était un événement... bon. Et là, il y a Gaston qui me dit, ouais, mais en vérité, sur cet accent parisien, j'arrive pas à l'imiter bien comme il faut. En vérité, j'ai pas cru que tu étais vraiment français. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, au téléphone, quand on s'est parlé l'autre jour, tu m'as dit, alors j'ai donné mon adresse, j'ai dit la rue, et puis à un moment, tu m'as dit, l'appartement, c'est l'appartement numéro combien? Je dis, et alors? Et il me dit, mais appartement, on ne dit pas appartement en français. En français, on dit logement. Appartement, c'est pour les bourgeois. Et puis il est là, et puis il dit, appartement, appartement. J'ai pensé qu'il allait dire comme Arletty, est-ce que j'ai une gueule d'appartement? Mais c'est une anecdote, mais ça illustre bien son rapport à la langue française. Qu'il avait gardé parce que c'était une façon d'être, il le dit d'ailleurs, ne pas oublier qui je suis. C'était une façon d'être soi. Et de même, son ukrainien, c'est assez, son ukrainien, la langue, Louis le russe qui parlait, parce que c'était une ville russophone. Mais en même temps dans la campagne ukrainienne. Et russophone, la ville l'était du fait de son industrialisation et donc de la présence de Moscou au travers de cette industrialisation. Mais il y avait quand même un petit peu de patois ukrainien. Enfin bon, et il parlait cette langue un peu bizarre qui était du russo-ukrainien batignolisé. C'est un phénomène linguistique vraiment particulier. Il était tout à fait à l'aise, mais c'est un jeu de massacre. Du point de vue des lois de la grammaire, c'est un jeu de massacre total. Et la phonétique était celle du Paris des Batignolles, quoi. Il parlait... ah non, ça, et ces lettres qu'il m'envoyait, qui sont des lettres en français que j'ai gardées religieusement, sont même impressionnantes, quoi, parce que il a commencé son école d'apprentissage dans les Batignolles, il avait 13 ans, quoi. Il avait 13 ans, il avait son certif, et puis c'est tout. Et quand on lit la qualité de son courrier dans les années 70, dans les années 80 et 90, moi je trouve que la tenue de sa langue est remarquable. Ben on va arrêter là parce que sinon on est encore au milieu de la nuit. En tout cas, merci beaucoup Yves d'être venu nous parler de Gaston.